Naissait un certain Louis Pasteur. Ce scientifique français, chimiste et physicien de formation, s'est fait un nom en découvrant le vaccin contre la rage. Ce fut le début d'une formidable aventure médicale et scientifique qui permit de sauver d'innombrables vies et se poursuit aujourd'hui. Car développer une immunité protectrice et durable contre l'agent infectieux d'une maladie, voilà la fonction des vaccins, mais ils posent parfois question. La réalisatrice Anne Georget en a relayé certaines et dans le souci d'apporter un peu de clarté dans la confusion générale, elle a fait émerger des arguments et des thèses scientifiques. Des vaccins et des hommes, c'est le titre de son film. Chers collègues, chers amis, nous célébrons aujourd'hui le souvenir de la mort de notre maître, Louis Pasteur, le 28 septembre 1895. Nous sommes réunis pour célébrer moins sa vie que l'homme et son combat pour faire reculer les frontières de la vie. Nous devons être lucides aussi bien sur nos forces que sur nos limites, que sur les défis qui sont devant nous. La découverte des microbes par Louis Pasteur constitue une révolution de la médecine scientifique. En expliquant la cause des maladies infectieuses, Pasteur découvrait également leur antidote, la vaccination. Avec un succès tel que la vaccination est devenue le porte-drapeau de la médecine scientifique, jusqu'à dessiner la ligne de partage entre obscurantisme et lumière, entre science et superstition. L'épidémie de Covid-19 a polarisé un peu plus les esprits, au point de rendre tout débat inaudible. Mais la vaccination peut-elle se soustraire à tout questionnement? Faut-il vacciner tout le monde? Contre quelle maladie? Avec quel risque? Nous avons interrogé des chercheurs, des médecins, de grands noms de la vaccination. Leur récit dessine un outil vaccinal puissant, mais loin des clichés et des croyances. J'ai travaillé pour pratiquement tous les fabricants de vaccins. J'ai aussi des brevets sur de nouveaux vaccins contre la rougeole, contre la variole et contre le virus Zika. Et je suis soutenu par un investisseur privé pour développer un type unique de vaccin anti-Covid. Grégory Polland est aussi le fondateur et rédacteur en chef du journal Vaccine, publication scientifique de référence en vaccinologie. Nous ne sommes pas tous concernés par le cancer, les maladies pulmonaires ou cardiaques. Mais chacun d'entre nous sera un jour infecté par des maladies infectieuses. D'un point de vue philosophique, mon intérêt pour les vaccins, ma passion pour la vaccinologie, vient de ce qu'on peut ainsi avoir une empreinte immunologique sur tous les humains en les protégeant des maladies infectieuses. Je me suis formée en médecine tropicale, en épidémiologie, en virologie, en statistique. Et je voulais faire de la santé publique. J'ai trouvé du travail dans un centre de santé municipal, dans une petite ville où je trouvais que c'était la bonne échelle pour raisonner sur les thématiques de santé qu'on pouvait rencontrer. Geneviève Faracci est médecin généraliste. Elle soigne depuis 30 ans une patientèle mêlant toutes les générations et tous les milieux sociaux. J'ai énormément vacciné et j'ai toujours eu la conviction que c'était utile. Je me suis toujours sentie utile à prévenir des maladies. Et puis avec les années de pratique, on se pose plus de questions à la fin.
Après 30 ans de métier, je me pose plus de questions qu'au début, je le reconnais, parce que la vie est complexe. Pour les généralistes, qui font le lien entre la recherche et les patients, la vaccination est un acte routinier, dont le principe a été découvert au XVIIIe siècle. On a remarqué qu'en exposant un sujet au miasme d'une maladie, on induit chez lui un mécanisme de défense. Pasteur rationalise cette démarche intuitive. C'est désormais en inoculant de manière délibérée le virus ou la bactérie qu'on va créer cette réaction. Ainsi, en rencontrant une toute petite dose de microbes, le système immunitaire est préparé à reconnaître le pathogène sauvage. Cette éducation immunitaire précoce vise à empêcher la maladie plus tard dans la vie. Mais cette approche n'est pas la seule arme à disposition dans cette guerre aux microbes. Elle est une stratégie parmi d'autres. À partir du XXe siècle, il y a eu au fond une conjonction à la fois de mesures sanitaires, de mesures étatiques, l'isolement a été recommandé aussi, et puis de mesures de vaccination. Hervé Lebras mêle dans ses recherches démographie, histoire et statistiques. Quand on regarde les explications de la progression des maladies, que ce soit plus anciennement la peste ou même à l'époque du choléra, c'était des explications qui étaient complètement fausses, souvent très complotistes, comme on dirait de nos jours. Mais je pense qu'il y a un état d'esprit général et qui reposait sur le fait que, au fond, on a compris qu'il y avait des microbes, qu'il y avait des petits êtres microscopiques, malfaisants. Et donc, pour se protéger de ces petits êtres malfaisants qu'on ne voyait pas, eh bien, les mesures d'hygiène s'imposaient. La mesure d'hygiène principale à la fin du XIXe siècle, et là on a des très bons travaux, c'est la construction des égouts. C'est absolument essentiel, c'est l'évacuation, si vous voulez, des déchets d'origine humaine ou d'autres origines. L'eau courante a été très importante, le fait aussi qu'on ait des toilettes qui soient dans l'appartement, très important. Dès 1850, des médecins affirment que les maladies naissent de conditions de vie déplorables. Les infections se répandent surtout dans les taudis surpeuplés. L'amélioration de l'habitat est un point central dans les progrès de l'hygiène. Quand on regarde jusqu'à une époque tardive, les recensements, par exemple le recensement de 1954, plus de la moitié des logements à Paris sont insalubres et pratiquement un quart de la population parisienne vit dans des meublés ou bien dans des chambres d'hôtel. On ne se rend plus compte de l'énorme progrès qui a eu lieu. Parallèlement à ces énormes progrès, les disciples de Louis Pasteur et de Robert Koch cherchent à identifier le pathogène responsable de chaque maladie pour créer le vaccin qui la combattra. C'est bien l'alliance des deux stratégies qui a raison des maladies infectieuses au XXe siècle. Prenons le cas de la diphtérie, une maladie contagieuse due à une bactérie qui se transmet par l'air. La vaccination est obligatoire en France et en Allemagne à la fin des années 30, mais elle n'empêche pas le nombre de morts de fluctuer. Quand les conditions de vie se dégradent, comme pendant les guerres, les cas mortels sont plus nombreux. À l'inverse, vaccination et progrès sociaux se conjuguent pour une disparition de la diphtérie depuis les années 60. La polio est causée par un virus présent dans l'intestin qui se transmet par la contamination de l'eau ou des aliments par les matières fécales. Peu mortelle au début du siècle,
La maladie s'aggrave à partir de la guerre. La vaccination, introduite en 1958, a permis de contrôler la vague épidémique d'après-guerre. Le tétanos est provoqué par une toxine produite par une bactérie présente dans le sol. Ce n'est pas une maladie contagieuse. Elle s'attrape par la souillure d'une plaie avec la terre. La vaccination, obligatoire depuis 1940, n'empêche pas un pic de décès dû aux blessures pendant la guerre. À nouveau, conditions sanitaires et vaccination se conjuguent et le tétanos, souvent mortel chez les enfants en 1923, touche de rares personnes très âgées depuis les années 90. Dans les années 1930, il se passe quelque chose de très intéressant avec la vaccination. Elle devient visible. Il y a des images, des films. Elle prend des couleurs. Malte Thyssen est un historien, spécialiste de la vaccination en Allemagne de 1870 à nos jours. Au XIXe siècle, la vaccination était ordonnée. Il y avait des conférences, les médecins expliquaient que la vaccination était une bonne chose. Mais à partir des années 1930, il y a soudain de la publicité, des images colorées et animées. Et c'est tout à fait décisif pour la vaccination parce que tout à coup, l'immunité et la menace deviennent visibles. La présence des maladies, de leur représentation et des vaccins dans la vie quotidienne s'intensifie en Occident à mesure que les pays s'ouvrent sur le monde. Car les échanges, les voyages, concernent aussi les microbes. L'avion change tout. L'avion est une énorme menace qui peut apporter rapidement en Europe des maladies apparemment très éloignées. Cela crée un nouveau sentiment de menace. On le voit très bien dans cette brochure des années 60 qui fait de la publicité pour les vaccins contre la variole. Ici, l'avertissement danger. L'Allemagne, au milieu, est au croisement de toutes ces liaisons maritimes et surtout aériennes qui peuvent maintenant transporter cette variole en Allemagne. L'OMS lance des campagnes de vaccination contre la variole dans les pays en voie de développement. Le but, vacciner tous les habitants pour éradiquer ce virus qui hante l'humanité depuis les pharaons. Mais la campagne de vaccination contre la variole au Nigeria va changer la donne. Au Nigeria, le programme de vaccination contre la variole devait commencer le 1er janvier 1967. Héros de l'éradication de la variole, Bill Figge a ensuite dirigé le CDC, l'institution qui pilote la santé publique aux États-Unis. Un mois avant cette date, un missionnaire me contacte et me dit qu'il pense avoir de la variole dans sa région. Est-ce que je peux venir vérifier? Et donc le 4 décembre, nous sautons sur nos Solex et nous arrivons loin de la route dans ce village. En temps normal, nous aurions fait une vaccination massive, mais nos provisions de vaccins n'étaient pas arrivées. À la place, on a donc déployé des cartes, divisé la région et assigné un missionnaire au contrôle de chaque zone. 24 heures plus tard, nous savions exactement quel village était frappé de variole. Et donc, avec notre nombre limité de vaccins, nous avons pu arrêter l'épidémie avec seulement 7% de la population vaccinée. C'était une nouvelle manière d'aborder les choses et c'était très prometteur. 6 ans plus tard, Bill Figge a l'occasion d'expérimenter de manière spectaculaire cette nouvelle stratégie. L'Inde, ce pays continent, est affaibli depuis des siècles par des épidémies de variole. Des vagues que le gouvernement indien n'arrive pas à endiguer, malgré les campagnes incessantes de vaccination de masse. On a essayé d'appliquer l'expérience de l'Afrique de l'Ouest à l'Inde. Et à l'automne 1973, nous avons commencé notre première recherche de cas.
On utilisait des cartes de reconnaissance de la taille d'une carte postale, avec une photo de malade de la variole, et nous demandions « Avez-vous vu quelqu'un qui a cette maladie ?» Les écoliers faisaient la course pour nous rapporter des cas. Nous commencions à être vraiment bons à cette surveillance. Mais le confinement restait compliqué. Ça supposait d'isoler les malades chez eux, de mettre un garde devant la porte, et quiconque voulait entrer devait être vacciné. Au même moment, l'Inde a testé sa première bombe atomique. Les journalistes sont arrivés du monde entier et ils pointaient le contraste. Voilà un pays qui est si sophistiqué qu'il maîtrise l'arme nucléaire, mais qui n'est pas capable d'arrêter une épidémie de variole. Et des hommes politiques en ont conclu qu'il fallait revenir à la vaccination de masse, malgré nos explications et l'évidence que cette approche avait échoué. C'est là que le ministre de la Santé de la région du Bihar nous a appelés un vendredi. Il nous a dit « Je vais venir à votre réunion lundi et je vais annoncer que nous revenons à la vaccination de masse. Je n'ai pas le choix. La pression politique est trop forte. » Quand le ministre est arrivé, il y a eu un silence absolu dans la pièce. Personne ne savait quoi dire et à ma plus grande surprise, un jeune médecin indien, tout maigre, un homme de terrain, s'est levé. Il tremblait face au ministre. Et il a dit « Je ne suis qu'un villageois, je ne sais pas grand-chose, mais je sais qu'au village, quand la maison de quelqu'un était en feu, nous accourions tous pour verser de l'eau sur l'incendie. Nous ne courions pas en tous sens, en versant de l'eau partout. » Il a dit « La vaccination de masse, c'est comme si on versait de l'eau partout. La surveillance et le confinement, c'est toute l'eau versée sur la maison en feu. » Il y a eu un grand silence. Le ministre a regardé le public et a dit « Je vous donne un mois de plus. » Et ça a été le début de la fin de la variole. Nous sommes passés du plus haut taux que l'Inde ait connu depuis des années à 0 dans tout le pays en 12 mois. La tradition, c'est l'ADN de nos croyances. Si la tradition était de vacciner massivement, c'est très difficile de changer cette tradition, de changer ce qui semble si logique. Si on vaccine tout le monde, alors la variole ne peut plus se répandre. Mais c'est très difficile de protéger tout le monde. Et donc, on a changé l'objectif. Non pas protéger tout le monde, mais trouver le virus là où il est. C'était nouveau et ça réduisait ce que l'OMS pensait nécessaire à l'éradication de la variole. Eradication of smallpox from all over the world is truly a historic event in the annals of medicine and public health. Par sa capacité à innover et sa détermination, Bill Figge incarne la plus belle réussite des campagnes de vaccination. Pour célébrer cette réalisation sans précédent, l'OMS publie en 1980 un rapport détaillé sur les méthodes ayant conduit à ce succès. Les campagnes d'éradication reposant entièrement ou essentiellement sur la vaccination de masse furent couronnées de succès dans quelques pays, mais échouèrent dans la plupart des cas. C'est bien une campagne de ciblage qui est parvenue à éteindre ce fléau mondial. Le directeur de l'OMS déclare « Puisse ce rapport nous aider à la résolution d'autres problèmes de santé ?» Ce ne sera pas le cas. L'OMS maintient la vaccination de masse,
avec pour objectif d'atteindre une immunité collective. Cette étape d'éradication de la variole a ouvert des perspectives immenses d'éradiquer complètement toutes les maladies infectieuses, ou du moins la plupart d'entre elles. De là ont été lancés par exemple les programmes de vaccination de l'OMS contre la rougeole ou la polio. Ça a ouvert l'espoir de pouvoir vraiment rayer ces maladies infectieuses de la face du globe. Hi. Peter. What are you doing home from school? They sent me home. Measles. You have got a temperature. They told me 101.1. What's the record? Never mind. That's one record you don't want to break. Dans les années 60, la rougeole est presque un rite de passage pour les enfants, comme le montre cette sitcom américaine de 1969. La rougeole, considérée alors comme une maladie bénigne de l'enfance, procure une immunité collective naturelle de longue durée. Pourtant, à partir des années 80, une partie de la communauté médicale vise l'éradication du virus par une vaccination de masse. Si on arrive à éradiquer la rougeole, parce que sur le papier, c'est possible, c'est aussi l'exemple que tout est possible, qu'on arrivera à tout éradiquer. Enfin, tout éradiquer. Toutes les maladies radicables sont atteignables, puisque c'est la plus dure, c'est celle qui est la plus contagieuse. Guillaume Béraud a publié en 2018 une étude modélisant la prochaine épidémie de rougeole en France. Donc maintenant, la vaccination contre la rougeole est obligatoire. Ça a augmenté la proportion de gens vaccinés, très clairement. Malheureusement, on n'a pas encore atteint les 95% pendant plusieurs années qui permettraient d'éradiquer la rougeole. Le fait est qu'on constate tous les 4-5 ans, dans un pays ou dans un autre, une petite épidémie de rougeole qui revient régulièrement. Jan, you've got measles. Oh, you've got a temperature too. What do you mean, too? Well, Peter was sent home from school a little while ago. Oh, what was his temperature? 101.1. Oh, is that all? I'm 101.2. Il faut qu'environ 96% et plus de la population soit immunisée pour arrêter une épidémie de rougeole. Le problème, c'est que le vaccin n'induit pas une immunité dans 96% et plus de la population. Même très bon, le vaccin n'a pas cette efficacité. Si on regarde la formation des anticorps, on voit une distribution. Nous ne réagissons pas tous pareil. Ici, vous avez des enfants qui ne développent pas de réponse immunitaire. La plupart d'entre nous sont dans cette zone du milieu et développons une réponse immunitaire protectrice. Et ici, à droite, ce sont des gens qui développent, pour des raisons inconnues, beaucoup plus d'anticorps que nécessaire pour être protégés de la maladie. Nous avons publié un article montrant que quand presque tout le monde est vacciné contre la rougeole, les gens qui contractent la rougeole sont ceux qui ont été vaccinés. Et la raison en est le taux d'échec du vaccin. Measles, measles, measles. Well, all the kids have now had the measles. Looks like the Bradys are finished with the measles. Par échec primaire, on entend que la vaccination n'induit pas du tout de réponse immunitaire, ou très faiblement. L'échec secondaire de la vaccination, c'est une diminution précoce de la réponse immunitaire. Elle se forme, mais disparaît vite. Ursula Wiedermann se partage entre recherche clinique sur les vaccins avec des patients fragiles et expertise vaccinale auprès du gouvernement autrichien. Si on regarde l'échec de la vaccination chez des personnes en bonne santé,
Les causes sont souvent génétiques, mais cela peut aussi être à cause d'autres facteurs comme le tabagisme ou l'obésité. On sait depuis longtemps qu'entre 2 et 10% des gens ne répondent pas au vaccin contre l'hépatite B. Cela vaut pour de nombreux vaccins. En y regardant de plus près, on s'est rendu compte qu'entre 2 et 7% des personnes ne répondent pas à tel ou tel vaccin. La recherche d'une immunité collective par la vaccination de tous n'entraîne-t-elle pas les autorités de santé dans une spirale sans fin? On vise d'abord les maladies mortelles, puis on étend les campagnes de vaccination aux maladies infantiles, certes déplaisantes mais peu graves. Il y a déjà 30 ans, on vaccinait contre des maladies qui étaient plus ou moins fréquentes, mais qui étaient toujours des maladies redoutables et redoutées, pour lesquelles en général il n'y avait pas de traitement connu, et qui donc justifiait de les prévenir par la vaccination quand elle existait. C'était même une chance. Enfin, on se disait, on a au moins cet outil pour prévenir ça dans les populations. Après, j'ai vu glisser un peu les choses pour des maladies qui étaient très contagieuses. Mais bon, très contagieux, c'est pas forcément... Le rhume est très contagieux, on va pas vacciner contre le rhume. Donc ça se discute après selon le niveau de confort qu'une société demande. Je me souviens très bien, dans les années 80, l'affiche avec 3 petits poupons, 3 bébés, c'était au début de la campagne de vaccination sur rougeole, oreillon et rubéole. Et donc le message en bas, c'était pas d'hésitation, vaccination. Mais il faut reconnaître que chez nous, en tout cas, c'est pas des maladies redoutables. Elles étaient répandues, j'en ai vu beaucoup dans ma pratique, mais c'était un premier glissement de vaccination un peu systématisé sur des maladies pour lesquelles le débat pouvait être raisonnablement tenu. A de rougeole, oreille, rubéole, 3 maladies qu'il faut plus laisser. En 1977, le professeur Raymond Bastin, spécialiste des maladies infectieuses et membre de l'Académie de médecine, alerte. Il serait difficile de vacciner systématiquement chez nous, où la maladie est bénigne, puisque sur 100 rougeoleux hospitalisés, la mortalité est de 0,17%. On devrait dire la létalité est de 0,17%. Je pense que la vaccination en ville dépend des circonstances, crèche, mais il est évident qu'une vaccination générale fait courir le risque de nouveaux cas chez l'adulte et de rougeole du nouveau-né plus grave. Cette vaccination ne doit pas être systématique. Ça date d'avril 1977. Et depuis ces dernières années, j'ai d'ailleurs vu des cas de rougeole adultes, alors que je n'en ai jamais vu avant. Rougeole, oreillon, rubéole, pas d'hésitation, vaccination. Demandez conseil à votre médecin. Avant la vaccination contre la rougeole, c'était une maladie infantile. L'âge moyen de survenue de la rougeole, c'était 5 à 6 ans. Maintenant qu'on a vacciné beaucoup de gens, l'âge de survenue apparaît plus tardivement. Lors de l'épidémie de 2010-2011, c'était 16 ans. D'après mes petits calculs, la prochaine épidémie de rougeole, l'âge moyen de survenue, ça serait plutôt 18 ans. Il y a beaucoup plus de complications chez les adultes que chez les enfants. C'est-à-dire que chez les enfants, les complications graves sont extrêmement rares. Alors, il se trouve qu'avant les vaccins, comme tout le monde attrapait la rougeole, il y en avait quand même, mais malgré tout, ça restait quand même très très rare. Chez les adultes, c'est plus rare du tout. L'une des complications sévères de la rougeole, c'est l'encéphalite, et des encéphalites graves, c'est-à-dire avec des séquelles définitives. Avec les progrès de l'hygiène, le nombre de morts dus à la rougeole a chuté avant la guerre. 2532 morts en 1925, 439 en 1940. La rougeole n'est plus depuis longtemps une maladie mortelle lorsque le vaccin est introduit en 1983. C'est pourquoi des médecins ne voyaient pas l'intérêt de tenter d'éradiquer ce virus par la vaccination de tous. L'immunité vaccinale est moins durable que celle produite par la maladie. Des adultes vaccinés dans l'enfance peuvent donc ne plus être protégés. Mais c'est la logique de l'éradication qui a prévalu. On a échangé une situation mauvaise contre une situation meilleure, mais avec des problèmes. Et je pense que c'est important de pointer ces problèmes, non pas pour dire les vaccins c'est mal, mais pour dire les vaccins c'est une action de santé qui, comme toute action de santé, doit être vue dans sa globalité et doit être menée de manière efficace pour minimiser les effets secondaires. La protection de groupe par la vaccination peut se révéler particulièrement difficile à atteindre dans le cas d'un virus respiratoire. Protéger les plus fragiles en les entourant de gens vaccinés
suppose que l'immunisation ainsi obtenue interrompe vraiment la transmission du virus. Les concepts de vaccination altruiste ou d'immunité collective, par exemple, hein, sont des concepts qui se recouvrent un peu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Michel de Lorgeril évalue l'efficacité et les risques des médicaments, des vaccins et de la nutrition en réponse à certaines maladies. Le vaccin altruiste, ça consiste à vacciner Paul pour protéger Pierre. Pierre n'est pas vacciné pour toutes sortes de raisons, par exemple une immunodéficience, et donc on espère qu'en vaccinant tous les Pauls, on va empêcher les virus d'arriver jusqu'à Pierre. Alors, c'est possible peut-être dans certaines circonstances, mais c'est peu probable. Je donne un exemple avec les virus respiratoires. Pourquoi ? Le virus respiratoire passe par le nez, par les bronches, et il se transmet par des aérosols. Donc il faut que le virus colonise, si je puis dire, l'appareil ORL, éventuellement d'ailleurs les bronches. Et en colonisant, il se multiplie, puis il se propage. Alors quand on vaccine avec des vaccins injectables, injectés dans le muscle, on court-circuite le système immunitaire ORL et respiratoire. Ça veut dire qu'on protège peut-être Paul, quand on le vaccine, de développer une maladie grave, mais on n'empêche pas le virus de venir s'installer dans le système ORL et le système respiratoire. Et par conséquent, même vacciné, Paul est susceptible de transmettre le virus à Pierre. Si on parle d'immunité collective naturelle, à ce moment-là, les gens ont été immunisés parce qu'ils ont reçu, ils ont été exposés au virus par les voies respiratoires, et là, leur système immunitaire ORL et respiratoire, qui est absolument fondamental. Hein. C'est la meilleure défense immunitaire qu'on puisse avoir. Là, on peut espérer qu'une immunité collective naturelle puisse arrêter la transmission des virus respiratoires. Mais l'immunité vaccinale par injection, là, il y a très peu de chances qu'on puisse interrompre la contagiosité, donc la transmission dans une communauté. C'est d'ailleurs ce que l'on voit à l'heure actuelle avec les vaccins anti-Covid qui sont injectables. Et malheureusement, on continue à dire aux vaccinés, faites attention, mettez le masque, protégez-vous, protégez votre voisin, etc. Vaccines are typically administered to the muscle, where it's then taken to where your immune system sends out antibodies into circulation. Then, your trained immune system is better prepared to fight an encounter with the real virus later on. With an intranasal vaccine spray, the vaccine would go to the mucus lining in your inner nose, where it would activate a different compartment of your immune system. The immunity will then be established locally in the mucus lining of your nose. Since the nose is also where the respiratory virus tends to enter, the immune system in your nose can act right away. Though this study focused on combating the flu, this strategy may be a helpful tool to complement existing COVID-19 vaccines. On pourrait éventuellement utiliser des vaccins par inhalation, c'est ce qu'on essaye de faire avec des vaccins antigrippaux, mais ça ne marche pas bien, peu importe la raison, mais ça serait une bonne idée, une autre stratégie. Au-delà de la protection individuelle, la poursuite de l'immunité collective est-elle réaliste sur le long terme? Y a-t-il des effets croisés des vaccins sur plusieurs maladies? À ces questions complexes, en science, le hasard se charge parfois de répondre quand il rencontre l'esprit curieux d'un chercheur. Nous sommes en Guinée-Bissau, où Peter Ahabi évalue l'impact des campagnes de vaccination sur la mortalité infantile dans ce pays pauvre. Nous étudions une population d'environ 200 000 personnes en Guinée-Bissau. On suit la vaccination des enfants, l'allaitement, leur croissance, les hospitalisations. Cela nous donne le contexte pour comprendre les effets de nos interventions. Peter Ahabi a reçu le prestigieux prix Nordisk décerné par une fondation pharmaceutique pour ses travaux sur les vaccins et la santé en Afrique de l'Ouest.
Après une campagne de vaccination contre la rougeole en Guinée-Bissau, des études l'ont montré aussi au Sénégal, au Congo ou en Inde, nous avons constaté une baisse de la mortalité infantile d'au moins 50%. Or, la rougeole ne représente pas 50% des causes de mortalité. Donc la question s'est posée, que se passe-t-il ? C'était sans doute le moment le plus important de ma vie. J'ai vu là quelque chose que personne n'avait remarqué avant. Donc en 1995, nous avons publié un article décrivant les effets bénéfiques non spécifiques de la vaccination contre la rougeole. C'est-à-dire qu'elle permet de prévenir aussi d'autres infections. C'était le point de départ important de notre travail sur les effets des vaccinations qui nous apprennent autre chose que la protection contre une maladie spécifique. 2 années plus tard, Peter Aaby suit de près l'efficacité d'une autre campagne de vaccination. Cette fois contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Et là, nouvelle surprise. Nous avons trouvé dans plusieurs études dans les années 90 que le vaccin DT coqueluche était associé à une augmentation de la mortalité des filles. C'était systématique. Toutes les études arrivaient au même résultat, une différence très importante selon le sexe. Nous avons été invités à l'OMS à Genève pour présenter nos données. Le sentiment général, c'était « ça ne peut pas être vrai ». J'ai dit « venez vérifier en Guinée-Bissau ». Et ils ont envoyé 3 experts qui ont vérifié et conclu qu'il n'y avait pas de problème majeur avec les données. Plus tard, nous avons aussi découvert que l'ordre dans lequel on vaccine est important. Si on injecte le DTC après la rougeole, on a un effet négatif du vaccin. Mais si l'ordre est inversé, alors on a un effet bénéfique. La seule manière d'interpréter tout ça, c'est qu'un vaccin n'a pas un effet seulement contre une maladie. Un vaccin modèle le système immunitaire et peut donc avoir un effet bien plus positif que ce qu'on espère, ou bien pire que ce qu'on attend. Les résultats de l'équipe d'Aaby révèlent que les vaccins ont une action générale sur l'organisme. Selon l'ordre, la dose, le sexe des enfants, les effets des vaccins seront différents et peuvent générer des effets secondaires. Mesurer le bénéfice de protection et le risque induit par le vaccin est donc impératif. C'est ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Avant leur mise sur le marché, les médicaments sont passés au crible de cette évaluation. Qu'en est-il des vaccins ? Mon groupe de recherche et moi, nous sommes pro-vaccin. C'est-à-dire que nous pensons qu'il y a plus d'avantages à se vacciner qu'à ne pas se vacciner. Et pour autant, nous ne sommes pas satisfaits de l'évaluation des effets indésirables. Et là, je suis absolument formel, tout est à revoir sérieusement. Le professeur Gherardi examine depuis 30 ans les conséquences de la composition de certains vaccins chez des individus fragiles. Premièrement, un vaccin ne fait pas l'objet des études précliniques habituellement obligatoires pour les autres médicaments. Notamment, on ne le teste pas de façon très habituelle, ça n'est pas fait, pour des tests d'induction de cancer, d'induction de mutagénèse, c'est-à-dire est-ce que ça peut avoir un effet sur l'ADN des patients, sur la fertilité des patients. Donc il y a un ensemble de tests précliniques qui sont normalement menés pour tous les médicaments sur des modèles cellulaires et sur des petits animaux. Ceci n'est à peu près jamais fait pour les vaccins.
Alors, c'est pas qu'il y ait des choses à cacher, hein. Je pense pas que ça soit parce qu'on a trouvé d'affreux effets qu'on cherche à cacher, c'est que simplement, ça met du temps, ça coûte cher, et que l'industrie vaccinale a utilisé tous ses réseaux pour se dédouaner de cette obligation qui lui pesait beaucoup en termes de durée, de coûts, etc. Les vaccins échappent à certains tests de toxicité obligatoires pour n'importe quel médicament. Et parfois même, les gouvernements exonèrent leurs fabricants. C'est ainsi que le président des États-Unis, Ronald Reagan, a promulgué en 1986 la National Childhood Vaccine Injury Act, une loi qui protège les industriels de toute responsabilité en cas d'effet indésirable grave. Les vaccins sont les seuls produits à bénéficier d'une telle immunité légale. Les vaccins devraient répondre aux exigences les plus strictes comparées à celles pour les médicaments. Peter Goetsch est le cofondateur du très respecté groupe Cochrane, une association internationale de médecins qui évalue systématiquement les essais cliniques des médicaments et des vaccins. Les vaccins sont donnés à des gens en bonne santé. Et une fois injectés, c'est trop tard pour le regretter. Un médicament qui se révèle néfaste, on peut l'arrêter. Impossible de faire ça avec un vaccin. C'est pourquoi les normes officielles devraient être les plus exigeantes qui soient pour les vaccins. Or, on s'aperçoit qu'elles sont en fait bien moins strictes. Il n'y a même pas l'obligation d'essai contrôlé contre un placebo. Le risque d'un produit de santé est évalué en comparant ses effets secondaires sur des individus répartis au hasard. Un groupe prend le médicament testé et le groupe contrôle prend un placebo, c'est-à-dire une substance sans principe actif, comme un comprimé en sucre ou l'injection de sérum physiologique. L'effet éventuellement négatif du médicament peut ainsi apparaître en comparaison avec une intervention neutre pour l'organisme. Aucun des vaccins pédiatriques de 0 à 18 mois administrés aux États-Unis n'a été étudié contre placebo. Zéro. Zéro. Ce qui est vrai aux États-Unis l'est aussi en Europe. Les dossiers soumis à l'Agence européenne des médicaments pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché contiennent les mêmes études cliniques. Prenons l'Exion, composé de 6 vaccins. La recherche d'éventuels effets secondaires s'est faite en le comparant à l'Infanrix Hexa, un autre cocktail de vaccins, qui lui-même avait été évalué auparavant contre des vaccins séparés, aucun de ceux-là n'ayant jamais été testé contre placebo. C'est scientifiquement intenable. Donc cette question de placebo est véritablement douloureuse. Les gens les plus bienveillants avec le système restent très mal à l'aise avec ça parce que c'est une dérogation au principe général d'évaluation des produits de santé qui est très difficilement défendable. Fermé. Annulé. Absent. On n'imagine pas toutes les conséquences de la grippe. Alors protégez-vous, Vaxigrippe. Je me suis intéressé à la grippe à travers l'étude du risque de cette maladie. Dans le cadre de ses activités d'éditeur au prestigieux British Medical Journal, Peter Doshi milite pour la transparence et l'accès aux données des essais cliniques. Si on regarde l'évolution depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, on voit une extension continue du groupe cible, considéré comme à haut risque. On est parti du groupe très légitime des personnes âgées et, aujourd'hui, à qui nos autorités de santé recommandent-elles de se vacciner? Tout le monde à partir de l'âge de 6 mois aux États-Unis. It just hit so suddenly. It just took me by surprise. We didn't think, oh no, there's a chance that she could get really sick and die. We literally watched her dying. You know, her body was dying inside. Over time, the disease... Au fil du temps, cette maladie a été marketée, en quelque sorte, comme quelque chose qui pouvait affecter tout le monde d'une manière grave.
Ce qui a disparu de ce discours, c'est ce que nous avons toujours su. Pour une vaste majorité, la grippe est certes une maladie désagréable, mais sans conséquence. Elle se guérit toute seule, même sans aucun médicament. Cette réalité a disparu avec les efforts pour construire la perception d'une maladie dont tout le monde peut mourir. Please get it. I don't want you sitting here having to talk about the loss of your child. Ceci, c'est une présentation de 2004 de Glenn Novak. Glenn Novak, qui est expert en communication au CDC. Vous voyez que ces méthodes sont clairement trompeuses. Elles ne cherchent pas à mettre les connaissances du public à niveau, à leur parler de l'épidémiologie, du risque, du bénéfice. Elles n'expliquent rien de la maladie d'une manière équilibrée. Ils insistent sur le pire scénario. Et quand ils parlent du vaccin, il est évident qu'il ne peut y avoir qu'un grand bénéfice. Malheureusement, tout ce qui ressort de cette tentative, c'est ce que j'appelle du marketing de santé. Le concept de ce qu'on appelle une revue systématique, c'est de réunir tout ce qui est connu sur un sujet donné. Tom Jefferson est l'auteur de revues systématiques, ces gigantesques synthèses de publications scientifiques, notamment sur le vaccin contre la grippe. De tous les essais cliniques sur les vaccins contre la grippe, pas un seul n'a montré une baisse de la mortalité. Il faut vacciner entre 33 et 99 adultes pour prévenir un cas de grippe. Pas une mort, pas une hospitalisation, pas une complication. Un cas. Et pour dire cela, je m'appuie sur une revue systématique de la littérature scientifique depuis les années 60. Il est clair que pour les vaccins anti-grippe, il faut un changement d'approche et de technologie, parce que l'approche actuelle ne marche pas. Difficile pour le médecin d'effectuer une juste appréciation de la balance bénéfice-risque si les informations à sa disposition sont modelées par le marketing, si les dangers de la maladie sont exagérés, si les bénéfices du vaccin sont inexacts. Et que dire lorsque le vaccin est présenté comme la solution définitive à une maladie? La vaccination peut-elle se révéler contre-productive, notamment si elle remplace une pratique clinique qui a fait ses preuves? Arrêtons-nous sur le Gardasil, un vaccin développé contre le papillomavirus, le HPV, un virus associé au cancer du col de l'utérus. Un vaccin pour se protéger de la survenue d'un cancer, l'idée est pourtant séduisante. Quand j'ai commencé à travailler sur le Gardasil, je suis devenue la plus grande recruteuse des États-Unis pour les essais cliniques de phase 2. Professeure de gynécologie à l'université de Louisville à l'époque de cette archive, Diane Harper enseigne aujourd'hui à l'université du Michigan. Le HPV est un virus qui se développe très lentement et dans 90% des cas disparaît tout seul. Sur les 10% qui ne disparaissent pas, 5% vont causer une gêne. Ça n'ira pas vers un cancer, le virus est là et l'organisme n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est une simple gêne. Les autres 5% vont évoluer vers une lésion précancéreuse.
Et même dans le cas d'une lésion précancéreuse, après 30 années, sans aucun traitement, seulement 40% vont donner un cancer. What's that? It's my anti-cervical cancer underwear. Anti-what wear? My touch-sensitive anti-cervical cancer underwear. Le dépistage est indispensable. Le dépistage est efficace. Le dépistage, c'est ce qui prévient le cancer du col de l'utérus. La vaccination va peut-être réduire le nombre, mais à ce stade, c'est une possibilité. Il n'est pas du tout certain que, sur le long terme, cela aura une incidence sur le taux de cancer du col de l'utérus. Sex does put you at risk of cervical cancer, even if you've always used protection, and even if you've had the vaccine. But don't let that spoil the fun. Get a Pap test every 2 years, and you can still have yourself some of that. On a vu une diminution régulière de l'incidence des cancers du col de l'utérus dans la deuxième moitié du XXe siècle. Je simplifie. Et puis, dans les années 2000, autour des années 2007-2010, on a vu une reprise, tout à fait paradoxale. La descente, la diminution progressive des cancers du col de l'utérus s'expliquait très bien, il n'y avait pas de vaccin à l'époque, s'expliquait très bien par les modifications du mode de vie des populations, et surtout parce que les États avaient mis en place un système de surveillance qui a été un succès extraordinaire. C'est le fameux frottis annuel ou bisannuel ou trisannuel. L'incidence des cancers du col de l'utérus s'est mis à remonter tout d'un coup dans certains pays. C'est l'Australie, c'est la Norvège, c'est la Suède. C'était justement dans les pays où on vaccinait beaucoup que l'on observait cette résurgence, alors que dans d'autres pays, comme un exemple le Danemark ou la France, où on vaccinait peu, alors la descente progressive persistait. C'est enregistré dans les bases de données étatiques. En Scandinavie, c'est particulièrement bien fait. Là où ça a été le mieux étudié, c'est en Suède. C'est plutôt chez les femmes qui ont bénéficié de la vaccination que l'on voit la réaugmentation des cancers du col de l'utérus. Alors, il y a plusieurs explications possibles. La première, c'est que les femmes vaccinées pourraient penser que, étant protégées, elles vont moins profiter du système de surveillance. Une autre possibilité, c'est que le vaccin a pu éradiquer certains virus cancérigènes, mais la nature détestant le vide, ils ont été remplacés par d'autres virus que l'on a moins bien investigués et qui auraient pu déclencher, avec d'autres facteurs, le retour des cancers du col de l'utérus. Puis la troisième explication, c'est que ces jeunes femmes vaccinées étaient peut-être déjà infectées. Et là, on sait que Merck, qui est l'industriel qui commercialise le Gardasil, rapporte que dans certains sous-groupes de jeunes femmes qui ont été vaccinées, mais qui étaient déjà infectées, et il le documente, alors on a non pas une diminution du risque de lésions précancéreuses, mais au contraire une augmentation du risque. C'est près de 45% d'augmentation du risque.
I have cervical cancer from an infection, human papillomavirus. Quand Merck a commencé son marketing, c'était un déploiement spectaculaire pour toucher toutes les organisations possibles et imaginables qui pourraient assurer l'adhésion du public et le pousser à dire « Oui, nous voulons le Gardasil ». Who knew that there was something that could have helped protect me from HPV when I was 11 or 12, way before I would even be exposed to it? Did you know, Mom? Dad? La campagne était basée sur « Maman, si tu ne fais pas vacciner ta fille, elle mourra du cancer du col de l'utérus ». Ça n'était pas aussi explicite, mais c'était sous-entendu. J'essayais de dire que ça n'était pas correct. Et on m'a répondu « La peur fait vendre ». Pour être très franche, la vaccination est un sujet tellement complexe que je pense que les médecins eux-mêmes seraient bien en peine d'être très précis dans leurs recommandations. On n'est pas des spécialistes, il faut dire la vérité. Et c'est un gros malentendu parce que la population, souvent, pense que le médecin est parfaitement informé et parfaitement compétent sur ce domaine-là. Et c'est pas si confortable. Nous avons manqué beaucoup de modestie, je dis on, dans la collectivité médicale dans son ensemble, dont je fais partie, on a manqué beaucoup de modestie. On a été très sûrs de nous, on a été très sûrs de faire du bien à autrui, mais il est temps de se poser des questions. Si dans certains cas les bénéfices sont difficiles à évaluer, le médecin peut se retrouver également démuni pour mesurer les risques, notamment le risque lié aux adjuvants. Ajoutés aux fragments de microbes qui constituent le cœur du vaccin, ces substances renforcent la réponse immunitaire. Les sels d'aluminium, découverts par hasard dans les années 1920 comme étant des adjuvants très efficaces, sont aujourd'hui sur la sellette. Rien ne me prédestinait à m'intéresser particulièrement au vaccin, puisque ma spécialité, c'est le diagnostic des maladies neuromusculaires. Ces maladies neuromusculaires sont habituellement diagnostiquées à l'aide d'une biopsie musculaire, c'est-à-dire le prélèvement d'un fragment de muscle au niveau de l'épaule. Et donc, complètement par hasard, des collègues bordelais et nous-mêmes à Créteil sommes tombés dans les années 90 sur des images microscopiques que nous n'avions jamais rencontrées auparavant. En fait, cette lésion inflammatoire qui comportait des cellules immunitaires qu'on appelle des macrophages, qui sont des éboueurs de l'organisme, était remplie de cristaux et que ces cristaux étaient de l'aluminium. Et de façon formelle, nous avons pu démontrer que ces cristaux d'hydroxyde d'aluminium étaient dérivés des vaccins que les patients avaient reçus de très nombreuses années avant que la biopsie soit faite. On s'est demandé pourquoi cet adjuvant était présent dans le muscle, puisqu'il était considéré comme acquis à l'époque que les particules d'aluminium étaient solubilisées dans le milieu intérieur et éliminées en quelques semaines après l'injection. Quelles sont les bases expérimentales qui ont permis à la communauté vaccinale de croire jusqu'aux années 2000 qu'il y avait une solubilisation complète et satisfaisante des particules d'aluminium utilisées comme adjuvant? Eh bien, c'est une étude qui remonte à 1997, et le grand défaut de cette étude, c'est qu'elle ne portait que sur 2 lapins. Et le pire de cette histoire, c'est que l'élimination urinaire était de seulement 5% à 28 jours. C'est-à-dire que l'énorme majorité de l'adjuvant injecté était resté dans l'organisme des lapins. La conclusion était que l'aluminium sera un jour éliminé, et donc on peut dire qu'en quelques semaines, l'aluminium sera sorti. Eh bien, les observations chez l'homme montrent que c'est faux et que cet aluminium, au moins
chez certains individus qui ont peut-être des prédispositions particulières, restent bloqués à l'intérieur du système immunitaire pendant de très très nombreuses années. Cette étude préliminaire n'a jamais fait l'objet d'aucune validation. Personne n'a essayé de reproduire dans des meilleures conditions méthodologiques sur des durées plus longues cette étude. Et donc, tout ce qui a été fait après concernant la pharmacocinétique, en fait, de l'adjuvant, ont été des modélisations mathématiques qui reposaient sur cette première étude menée sur 2 lapins pendant 28 jours. En décembre 2019, l'OMS a organisé un sommet sur la sécurité des vaccins. Les grands experts en vaccinologie sont là, dont Martin Friede, grand spécialiste des adjuvants. Welcome to the Global Vaccine Safety Blueprint meeting. Martin Fried. Every time we add an adjuvant to a vaccine, the people that are using the vaccine look at it, and if there's an adverse event, we know what they're going to say. It's the adjuvant that caused that adverse event. I give courses every year on how do you develop vaccines, how do you make vaccines, and the first lesson is, while you're making your vaccine, if you can avoid using an adjuvant, please do so. Lesson 2 is, if you're going to use an adjuvant, use one that has a history of safety. Surveillance is necessary, but understanding how these things work is also necessary so that we can assess plausibility. I'll stop there. C'est affligeant de voir que 100 ans après l'introduction de cet adjuvant, de l'avis même des plus grands experts de l'OMS, on ne sait pas comment fonctionne cet adjuvant. À Atlanta, aux États-Unis, le CDC, Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, coordonne les politiques de santé américaines. Ces comités d'experts, composés en partie de médecins militaires, décident de recommander tel ou tel médicament ou vaccin à la population. Dans ces réunions, le rapporteur présente le produit candidat, un vaccin contre l'hépatite B ce jour-là, et répond ensuite aux questions des experts. Good morning and welcome to the February 2018 ACIP meeting. Dr. Shilley. I will now discuss Heplisav-B. It is indicated for active immunization against infection caused by all known subtypes of hepatitis B virus. It is administered as a series of 2 doses separated by 1 month. Are there questions for Dr. Shilley? Dr. Walter? Yes, with the number of adjuvanted vaccines now available, is there any comment on using this vaccine at the same time with other adjuvanted vaccines? We have no data to make a recommendation one way or the other. So just to sort of put this in context of other vaccines, whilst preclinical studies were not done using these vaccines simultaneously, our general approach to immunizations is that they can be given at the same time in different limbs. Thank you. Dès l'amont, il y a des tas de questions qui ne sont jamais posées. Ne pas poser une question, c'est la certitude de ne pas y apporter de réponse. La grande question qui n'est jamais posée, c'est quel est l'effet de la multivaccination? Est-ce que, dans un monde d'inflation vaccinale universelle, et sur tous les âges, est-ce qu'à un moment, quelqu'un aura le courage de dire il faut évaluer l'effet de la multivaccination en tant que tel? Pas produit par produit, mais tous les vaccins confondus. Il y a 2-3 ans, je m'étais inscrite à 2 jours de formation continue et la plupart des vaccins de la petite enfance contiennent de l'aluminium. Donc c'était l'occasion où poser la question à quelqu'un, un professionnel, un spécialiste. Et donc je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez nous rassurer et nous affirmer que l'aluminium dans ces vaccins ne fait courir aucun risque aux enfants que nous allons vacciner? Et à ma grande surprise, on était quand même 30 médecins. Ils ont gardé leurs chaussures, personne n'a rien dit, sauf 2 confrères qui étaient assis devant moi et qui se sont retournés et qui m'ont dit avec une hostilité et beaucoup d'agressivité que je devrais aller en Afrique pour voir ce que c'est que les rougeoles graves ou la nécessité des vaccins. Et cette pédiatre, qui est honnête intellectuellement, a fini par répondre, écoutez, je n'en sais rien. Est-ce qu'il faut se vacciner contre toutes les maladies?
Non, impossible. Il y a même des maladies contre lesquelles on n'a pas envie de se vacciner. Elles ont des manifestations si bénignes que ça ne vaudrait pas la peine d'investir dans le développement d'un vaccin. Mais si je vous disais, comme ce sera sûrement le cas, que je pourrais vous vacciner contre le cancer du sein ou pour prévenir la maladie d'Alzheimer, les vaccins arrivent aussi dans le domaine des allergies. Est-ce que ça vaut la peine de développer un vaccin contre l'allergie aux cacahuètes? Si vous y êtes allergique, vous dites oui. Mais la vraie question, c'est comment ne pas devenir allergique, de sorte à n'avoir pas besoin d'un vaccin? Il y a donc des tas de questions scientifiques compliquées à régler. En tant qu'espèce humaine, nous n'avons pas encore la réponse à la question « Combien de vaccins dans une vie ?» Sommes-nous prêts à multiplier les vaccins? Est-ce souhaitable? Depuis Pasteur, les campagnes vaccinales, par leur volonté d'éradication des pathogènes, inscrivent l'être humain dans un rapport singulier au monde. Or, les dernières recherches sur le microbiome montrent l'interaction de notre organisme avec tout un univers microbien et mettent à mal une vision pasteurienne du monde qui veut que tout microbe soit un ennemi potentiel. La vaccination donne un sentiment de sécurité absolue et suggère l'idée que notre corps est pur, qu'il n'a plus rien à voir avec les virus. Et c'est une croyance qui est compréhensible parce que nous n'avons plus affaire avec les maladies infectieuses, mais qui est en fin de compte une croyance trompeuse. Nous avons affaire à des virus, des bactéries, des agents pathogènes, et nous avons besoin de tout cela pour notre corps, pour notre système immunitaire. Cela fait partie de la vie. Quand on voit une bactérie, on pense immédiatement que c'est mauvais. Mais depuis quelques années, on découvre que certaines bactéries, certains virus sont bons pour nous, qu'ils sont utiles. Mark Davis est un spécialiste mondial de la mesure de la réponse immunitaire. Les micro-organismes qui vivent en nous, ce qu'on appelle le microbiote, à l'origine, ça allait complètement à l'encontre du concept de base de l'immunologie, du paradigme du soi et du non-soi, et de l'idée que le boulot du système immunitaire, c'est de détecter et d'expulser les envahisseurs. Les intrus étant tout ce qui n'est pas nous, tout ce qui n'est pas du soi. Il a fallu nous adapter à la découverte que des milliards d'organismes vivent dans notre corps et qu'ils ont une influence. Et nous avons beaucoup à apprendre sur certaines de ces influences. Derrière cette enveloppe corporelle, on peut considérer qu'il y a davantage d'aspects ou de composants bactériens que de composants traditionnellement définis comme humains, porteurs de mon propre génome. Le philosophe Thomas Pradeux ouvre de nouvelles voies de réflexion dans un laboratoire d'immunologie. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ces questions, qui sont des questions, au fond, d'écologie microbienne dans l'organisme, et de voir l'extrême complexité de ces interactions sans les réduire à « ces bactéries me font du bien ». Point final, de la même manière que pendant longtemps on a dit toute bactérie est mauvaise, il ne faut pas aujourd'hui dire toute bactérie est bonne ou toute bactérie va m'être utile. Une partie de ces microbes ne sont pas juste là dans l'organisme,
mais il participe aux fonctions physiologiques les plus importantes de l'organisme. Entrer dans le monde microbien, c'est faire face au paradoxe de la vie. Des virus comme le cytomégalovirus, le CMV, de la famille des herpès par exemple, peut provoquer la mort chez des patients immunodéprimés. Mais il se révèle capable au contraire de renforcer la réponse immunitaire chez des personnes en bonne santé. Une de nos plus grandes surprises de l'effet d'un pathogène, c'était avec le cytomégalovirus, dans l'étude que nous avons faite avec des jumeaux. Nous avions 16 paires de jumeaux dans lesquels l'un était porteur du CMV et pas l'autre. Et il y avait des différences énormes. Des différences spectaculaires de la qualité de leur réponse immunitaire. On a constaté que ceux qui étaient porteurs du CMV formaient beaucoup plus d'anticorps contre la grippe, par exemple, que ceux qui n'étaient pas porteurs du CMV. Voilà qui change la donne et qui amène la question. Qu'est-ce qu'un pathogène qui n'est plus un pathogène mais un symbiote qui aide son hôte à rester en vie? Les cytomégalovirus sont très répandus à travers le monde. C'est vraiment l'exemple type d'un virus qui non seulement est là dans l'organisme sans se faire remarquer, mais aussi qui renforce le système immunitaire. C'est presque choquant. Pourquoi continuons-nous à l'appeler pathogène? Il y a des recherches pour faire un vaccin contre le cytomégalovirus. Ça n'est peut-être pas une si bonne idée de vaccin. La révolution du microbiome se joue de notre hantise hygiéniste. Nous vivons en interaction constante avec des milliards de microbes. Et la qualité de notre système immunitaire dépend de cet équilibre. Des campagnes de vaccination répétées, en troquant l'immunité naturelle contre une immunité induite, pourraient-elles modifier cet équilibre? Au courant du XXe siècle, l'humanité souffre de moins en moins de maladies infectieuses grâce à l'hygiène justement, à la vaccination. À l'Institut Pasteur, Gérard Eberle est spécialiste du lien entre système immunitaire, microbiote et maladies inflammatoires. Toutes ces maladies que nos grands-parents, en tout cas mes grands-parents ont connues, comme la rougeole, la tuberculose, toutes ces choses-là ont été bien contrôlées. Et en parallèle à cette diminution énorme des maladies infectieuses, on a vu une augmentation des maladies dites inflammatoires, comme les allergies, les auto-immunités, comme le diabète, etc. Donc est née de ce constat la théorie que lorsque la pression des pathogènes a diminué, il y a eu, quelque part en conséquence, mais la conséquence n'est pas évidente, il y a eu une augmentation des maladies inflammatoires. Il y a une courbe très connue de Jean-François Bach qui avait été publiée dans le New England Journal of Medicine donc dans les années 90. Et une des interprétations, c'était le système immunitaire, livré à lui-même, fait des dégâts. C'est-à-dire que si on lui donne pas, si on le met pas en interaction avec des micro-organismes avec lesquels nous, humains, avons été en contact depuis très très longtemps, il va en fait faire des réponses auto-inflammatoires, il va faire des dégâts dans l'organisme, ce qu'on appelle parfois des immunopathologies, donc le fait que le système immunitaire fait des dégâts dans l'organisme. Chute des maladies infectieuses, hausse des maladies du système immunitaire dans le même temps. Cette simultanéité, à minima, pose question. Il est absolument indiscutable que les maladies infectieuses jouent un rôle fondamental pour notre système immunitaire en l'entraînant à reconnaître ce qui est étranger et ce qui ne l'est pas. Il y a un dilemme. Il y a quelque chose que l'on appelle la théorie de l'hygiène. Et à l'origine, il y a la constatation que les enfants qui grandissent à la ferme, proches de la terre, de la saleté, ont beaucoup moins d'allergies que ceux qui vivent dans un environnement urbain, un environnement protégé, où tout est très propre.
Est-ce qu'il faut étendre cette constatation à la disparition des maladies infectieuses? En d'autres termes, si nous protégeons tout le monde contre tout, est-ce qu'au bout du compte, c'est néfaste? C'est une question importante, intéressante, et je dirais théorique. Nous n'avons pas de preuve de cela. Ce que nous avons, c'est la preuve d'une augmentation des cas de maladies auto-immunes et des cas d'allergie. À quoi est-ce dû? Est-ce la nourriture? Est-ce les vaccins? La combinaison de certains médicaments? Le rapport bénéfice-risque doit donc s'apprécier avec beaucoup de prudence pour des populations entières et sur des durées très longues. L'immunité collective des populations dépend de plus en plus de la couverture vaccinale pour de nombreuses maladies. À l'OMS, Heidi Larsson, directrice du projet international sur la confiance vaccinale, appelle à revoir la communication pour remporter l'adhésion des populations. We're in a unique position in human history where we've shifted the human population to dependency on vaccine-induced immunity. And that's on the great assumption that populations would cooperate. And for many years, people lined up. But we're in a very fragile state now. We don't have a choice but building trust so people are willing to put up with a certain amount of risk and that it's in their interest. One of our biggest challenges, I think now, is getting rid of the term anti-vax and starting to have more conversations to be open to questions, as crazy as those questions might seem to you, as stupid as they might seem. We can't risk losing another person's confidence. Thank you. Nous sommes à un point nouveau dans l'histoire des humains. Nous avons prévenu les maladies infectieuses tueuses, en Occident au moins, grâce aux vaccins. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences inattendues et négatives à cela? Nous ne savons pas. C'est une bonne question scientifique. Il faut toujours regarder les deux côtés des choses. Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est nocif? Ou une combinaison des deux? C'est une question importante à poser. Une de celles qui requiert des études sur le long terme. Entre vaccination de masse et absence de vaccination, une autre voie est-elle possible? La découverte du système HLA, qui a valu à son auteur le prix Nobel de médecine en 1980, pourrait-elle constituer cette troisième voie? Le système HLA, c'est un peu le code de l'immunité présent sur chacune de nos cellules. Il est unique à chacun de nous. C'est notre profil immunitaire. Un prix Nobel ce soir, toute votre équipe est associée à cette distinction. Je ne prends pas ce prix comme une distinction personnelle. Je crois qu'il faut le partager avec toute mon équipe, tous ceux qui ont travaillé depuis tant d'années avec moi. L'équipe du professeur Dosset a découvert les groupes tissulaires. Il existe sur chacune de nos cellules des marques d'identité, des sortes d'empreintes digitales qui font qu'à l'exception des jumeaux vrais, qui, issus du même œuf, sont rigoureusement pareils, tous les hommes sont différents, mais que certains se ressemblent plus que d'autres. Et on débouche par conséquent sur une nouvelle médecine possible, une médecine préventive qui ne sera plus une médecine de masse, où on fait par exemple la vaccination antivarioliste dans toute la population. Non, il suffira de prendre les individus qui ont ce marqueur spécialisé et d'essayer de prévenir la maladie en question. En associant l'analyse personnelle du HLA et celle du microbiote, on pourrait conjuguer les deux grandes révolutions de la biologie de ces dernières décennies et poser les bases d'une vaccination individualisée. Les vaccinomics, c'est cette idée d'abord qu'il faut chercher à comprendre d'une manière individuelle comment une personne réagit à un vaccin. Est-ce que vous êtes même à risque pour cette maladie? Si vous contractez la maladie X et que vous faites une forme asymptomatique ou très légère, est-ce qu'on a vraiment besoin de vous protéger contre cette maladie avec un vaccin?
alors qu'une autre personne avec la même maladie pourrait en mourir. Les programmes de vaccination qui visent à avoir un taux élevé de vaccination sont toujours très importants, en particulier pour les vaccins qui ont la possibilité de développer une immunité collective. Cette idée de base est toujours aussi importante. Mais en parallèle, je pense qu'il est capital de reconnaître un changement de paradigme dû à l'évolution démographique de la population. Il est vraiment nécessaire de ne pas se contenter de suivre un système où on arrose uniformément. Mais il faut développer des concepts de vaccination spécifiques. Il y a des groupes importants de population qui doivent être vaccinés différemment. Il faut par exemple concevoir une autre vaccination de la population âgée, une autre vaccination des enfants obèses, une autre vaccination des patients atteints de maladies chroniques. Cette approche de taille unique pour tout le monde n'est plus valable. Pour le moment, tous les vaccins, tous les programmes de vaccination sont basés sur un paradigme de santé publique hérité de la période post-Deuxième Guerre mondiale, qui agit au niveau de la population générale. Nous faisons semblant de croire que tout le monde est à risque pour ces maladies, et on donne la même dose à tous et le même nombre de doses. On ne fait pas ça pour un médicament. Pourquoi le faisons-nous pour un produit de santé? Par exemple, nous avons remarqué qu'avec les vaccins, les femmes développent toujours une réponse immunitaire supérieure à celle des hommes. Nous constatons parallèlement que les femmes ont beaucoup plus d'effets secondaires. Notre hypothèse, c'est qu'on donne une dose trop importante aux femmes. Ça marche quand on regarde au niveau de la population générale parce que la plupart des gens se situent là, au milieu. Donc ça marche en général. Mais ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a des gens pour qui les vaccins seront nocifs. L'évaluation des risques et la prise en compte de la variabilité des systèmes immunitaires sont un enjeu majeur. La confiance est à ce prix. La vaccination dépasse le cadre sanitaire. Elle véhicule une certaine idée du bien collectif qui caricature parfois les connaissances scientifiques. Des experts très favorables à la vaccination appellent à revenir à la science et aux débats qui la font avancer, dans le respect de l'intelligence collective. Je pense que la question des méthodologies d'évaluation des effets indésirables doit être remise à plat, doit être revue fondamentalement et honnêtement. Sinon, la population se détournera toujours plus des vaccins. Elle a finalement adhéré à la vaccination contre le Covid dans le cadre d'une pandémie globale. Mais quand on va revenir à des maladies beaucoup plus épisodiques, pas forcément aussi graves, les réticences vont revenir parce que la sensation, et malheureusement cette sensation est justifiée, que tout n'est pas fait pour avoir une idée nette des effets indésirables des vaccins. Tant que cette question n'aura pas été remise à plat, la défiance restera au rendez-vous. Quelles leçons devons-nous tirer de l'histoire des vaccins contre la grippe et contre les papillomavirus? Le besoin d'une science ouverte, le besoin d'une honnêteté et d'une ouverture envers le public. Si le public est vu comme un ennemi ou comme une bande d'idiots, alors ça ne va pas. C'est là qu'on fait le lit des idéologues. Je n'ai jamais compris pourquoi la discussion est aussi enflammée sur les vaccins. Sans doute le pire en matière de santé.
C'est très difficile d'avoir un échange raisonné, civil, une discussion sur des problèmes scientifiques. Les gens se hurlent dessus d'un camp à l'autre. Entre les extrêmes, qui disent que tous les vaccins sont mauvais, à un autre camp, tout aussi extrême, représenté par certaines institutions, comme le Centre de contrôle des maladies aux États-Unis, qui crie « Les vaccins sont bons pour vous, acceptez-les sans discuter ». Ne posez pas de questions, c'est ridicule. Le débat fait avancer la science et au-delà, le débat fait bouger la société.